Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition des Matins du Sénat. Aujourd'hui, nous allons suivre la première session de la Convention citoyenne sur le climat qui s'est tenue au début du mois d'octobre au CESE, vous savez, le Conseil économique, social et environnemental. Le deuxième round a d'ailleurs lieu ce week-end. De quoi s'agit-il? Eh bien, cette Convention citoyenne, elle a été lancée par le gouvernement pour répondre à la crise des Gilets jaunes. Il s'agit pour 150 citoyens tirés au sort de plancher pendant 6 week-ends de travail, encadrés par des professionnels sur les solutions concrètes pour réduire les émissions des gaz à effet de serre. Les résultats de leurs travaux sont rendus au mois de janvier. Pour l'heure, aucune certitude sur la manière dont ces propositions seront retranscrites au niveau législatif. Mais avant de se poser cette question, retour donc sur la première session de cette Convention citoyenne. Ces extraits ont été préparés par Louis Mollet-Sabet et Alice Bardot. Bien, bonjour à toutes et à tous. Moi, je voudrais tout d'abord vous remercier pour tout le temps que vous avez déjà passé à travailler sur ces sujets du dérèglement climatique, de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Vous remercier particulièrement d'être là pour nous écouter ce matin alors que vous pourriez regarder le match France-Tonga. Donc, j'imagine que certains d'entre vous font un gros sacrifice. Peut-être, donc, l'objectif étant d'échanger, moi je ne vais pas vous faire un long discours. Peut-être partager avec vous quelques constats et puis quelques convictions. Premier constat, c'est qu'on est un peu dans un paradoxe où on pense qu'on ne va pas assez vite et assez loin sur la transition écologique. Et en même temps, quand on veut accélérer, il arrive quand même qu'on se retrouve face à des blocages. Ça montre qu'on a besoin de progresser et que c'est impératif de progresser parce qu'on doit trouver le chemin de cette transition écologique, de cette transition énergétique. Et il ne s'agit pas d'agir dans 20 ans, ni même dans 10 ans, il s'agit d'agir maintenant. Et donc je pense que c'est vraiment essentiel, le travail que vous allez faire me paraît à cet égard essentiel pour lever les blocages, pour trouver les bons chemins ensemble. Évidemment, face à la situation de dérèglement climatique, en fait, on a plusieurs façons de faire. Soit on se dit qu'on veut se projeter dans l'avenir, qu'on veut construire ensemble une autre société, des autres modes de fonctionnement, soit on met la tête dans le sable et on refuse de regarder ce que le dérèglement climatique a comme impact sur nos vies de tous les jours. Si vous êtes là, c'est évidemment que vous souhaitez participer à construire ensemble une nouvelle vision de la société et le chemin pour y parvenir. Peut-être un mot sur moi, quelque part, on va dire ça, sur mon parcours. Donc moi, j'ai un long parcours maintenant derrière moi. J'ai été préfète d'une région rurale, j'ai été dans l'équipe de direction de la SNCF, j'ai dirigé la RATP, j'ai été ministre des Transports et je suis maintenant ministre de la Transition écologique et solidaire. Et c'est avec ces différents regards, mais aussi en tant que citoyenne, que je voudrais partager avec vous quelques convictions. La première, c'est que ça n'est jamais en passant en force qu'on arrive à avancer collectivement. Et qu'il n'y a pas de transition écologique qui peut se faire sans les citoyens. Je pense que c'est d'autant plus important de se dire ça qu'on a parfois été maladroit. Édouard Philippe vous a parlé de la taxe carbone. Je crois que vous avez aussi évoqué l'écotaxe poids lourds. Donc ça montre que ça n'était pas la première fois qu'une mesure qui paraissait de bon sens, dont on était convaincu qu'elle était efficace pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, qu'une mesure qui avait pu être même votée unanimement par le Parlement, l'écotaxe poids lourds, n'a pas pu se mettre en place et qu'on a dû reculer. Et ça, c'est parce qu'on n'avait sans doute pas mesuré, ou en tout cas qu'un certain nombre d'acteurs économiques trouvaient que c'était une charge insupportable à laquelle ils n'avaient sans doute pas pu ou pas su se préparer. Donc je pense que dans notre façon d'agir, ça doit nous rendre modestes et ça montre que finalement, il faut qu'on arrive à trouver ensemble les chemins de cette transition écologique, que les changements ne viennent pas du haut, du sommet, descendent pas verticalement, qu'il y a des changements économiques, culturels, sociétaux qu'il faut bâtir ensemble. La deuxième conviction,
c'est que la transition écologique ne peut se faire que si on ne laisse personne sur le bord de la route. Je suis convaincu qu'il y a un seul moyen d'avancer, c'est d'accompagner toutes celles et tous ceux qui peuvent être en difficulté parce que le monde change. Il est évident que tous les ménages n'ont pas les moyens, tout seuls, de changer de voiture ou de rénover leur logement. Il faut aussi se dire que toutes les entreprises et tous les métiers ne sont pas compatibles avec la neutralité carbone. Je pense par exemple aux centrales à charbon et aux salariés des 4 centrales que nous allons fermer d'ici 2022. On doit accompagner ces transitions pour les citoyens et pour les entreprises. Et puis peut-être la troisième conviction, c'est que la transition écologique, c'est l'occasion de définir ensemble une nouvelle vision de la société qu'on veut, d'une société zéro carbone au milieu du siècle. Qu'il faut se dire que cette société zéro carbone ou la baisse très importante de nos émissions de gaz à effet de serre en 2030, ce sont des changements profonds. Et que, du coup, ça n'est pas simplement en additionnant une série de politiques publiques qu'on va y arriver, mais que ça suppose qu'ensemble, on voit où on veut aller et qu'on construise le chemin ensemble. Et je pense que c'est d'autant plus important, et je crois que vous en avez parlé hier, qu'il faut qu'on s'assure et que tout le monde soit convaincu que chacun prend sa part de l'effort. Et ça suppose d'avoir la vision d'ensemble. Moi, je suis convaincu qu'on a un chemin et une autre société dans laquelle on peut se projeter, zéro carbone, respectueuse du vivant. Et ce que je pense important aussi de dire, c'est que les mentalités évoluent très vite. Il y a quelques mois, faire payer la pollution des avions, mettre en place une consigne sur les plastiques, interdire les véhicules les plus polluants dans le centre des villes qui ont un air pollué, paraissait pas possible. Et en fait, maintenant, ça paraît évident. Je voudrais aussi vous citer peut-être 2 autres exemples. Dans le précédent quinquennat, une loi a été votée pour interdire l'utilisation des sacs plastiques à usage unique. Et à l'époque, moi je me souviens qu'on nous disait « mais c'est impossible, comment voulez-vous qu'on fasse, comment on va faire en rentrant de son supermarché, on ne va pas ramener les marchandises dans ses poches ». Bon, voilà. En fait, ça paraissait impossible, aujourd'hui ça paraît évident. Au début du quinquennat, moi je suis convaincu que le vélo, par exemple, c'est un très bon mode de transport, ça n'est pas juste un loisir. Il y a quelques années, ça représentait beaucoup plus dans nos modes de déplacement, puis ça s'est effondré. Et aujourd'hui, je suis convaincu, depuis le début, que ça peut être un mode de transport à part entière, pas simplement Vélib à Paris, mais partout en France, et y compris dans des petits villages, y compris à la campagne. En 2 ans, moi je constate que ce qui paraissait pas possible, ou en tout cas on nous disait ça ne va pas marcher, on a lancé un appel à projet auprès des collectivités, on a 150 territoires qui ont répondu, et on va mettre en place, on va accompagner des collectivités pour développer le vélo. Alors ça peut paraître anecdotique, les sacs en plastique et le vélo, mais je pense que c'est représentatif du fait que finalement on peut changer les comportements, que voilà, ce que je disais, ce qui paraissait impossible hier, apparaît possible aujourd'hui. Et que c'est possible à partir du moment où on fait envie, où on montre une nouvelle société ou un nouveau visage de la société qui fait envie aux gens, qui fait envie à tout le monde. Voilà, donc moi je suis convaincu que la transition écologique, c'est aller vers une société où on vit mieux, dans un monde plus sain, mais que le chemin n'est pas nécessairement simple et que c'est bien pour ça qu'il faut le bâtir ensemble. Merci beaucoup. Monsieur Berger, peut-être racontant aussi un peu votre parcours avant d'arriver à CFDT ou comment vous présenter de manière aussi un peu directe pour que les gens comprennent qui y a derrière en fait ces personnalités-là qui sont... Bonjour à toutes et à tous. Bon, le parcours individuel dans le cadre d'une transition écologique, ça paraît
un peu disproportionné. Moi, je suis un responsable syndical. Tout mon engagement a toujours été au service du travail et des travailleurs, surtout. Et en fait, la question de la transition écologique, comment on s'y intéresse quand on est un responsable syndical ou un syndicaliste, c'est tout simplement que notre modèle productif s'est bâti sur un système reposant sur les énergies fossiles polluantes, donc fortement émetteur de carbone, et qu'il y a besoin de le transformer, on le sait tous maintenant, et que ça aura des conséquences très concrètes. Ça aura des conséquences très concrètes sur le travail, sur les emplois, sur la façon de vivre les mobilités, sur aussi l'impact de la pollution sur les travailleurs eux-mêmes, etc., etc. Et donc, ça suscite à la fois beaucoup d'angoisse, sentiment de quelques opportunités, mais beaucoup d'angoisse. Et donc, la Confédération syndicale internationale a un slogan qui dit il n'y aura pas d'emploi sur une planète morte, mais il n'y aura rien sur une planète morte. Donc, ça veut dire que c'est ça le fil de l'engagement, finalement, des organisations syndicales sur cette question-là. Et moi, je voudrais commencer à dire que, d'abord, c'est l'affaire de tous. C'est un sujet pour tous et toutes, la transition écologique, mais c'est d'abord l'affaire de tous. Et qu'en la matière, il n'y a pas d'innocents. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que des coupables ou que la culpabilité, elle est également partagée, mais en tout cas, il n'y a que des responsables. Et les responsables, c'est, avec le changement tel qu'il a opéré, qui est extrêmement profond, il a affaire pour tous, c'est-à-dire les citoyens, les travailleurs, les consommateurs, les chefs d'entreprise, les décideurs politiques. Chacun doit faire évoluer ses comportements et doit finalement assumer des choix. Et se transformer et choisir, ce n'est pas les choses qu'on aime le plus dans la vie. Choisir, ça peut être bien, mais pas quand c'est compliqué. Donc c'est finalement ça qui est à l'œuvre. Et le risque, en fait, il est d'essayer de trouver le coupable idéal. Ça sera forcément l'autre, ce ne sera pas soi, pour finalement se dédouaner. Et ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible de se dédouaner individuellement et collectivement, même si vous allez voir, je vais y revenir, il y a des responsabilités plus importantes que d'autres. Et donc ce défi, il peut être relevé que collectivement et pas dans une sorte d'affrontement, ni même de culpabilisation, hein, ce n'est pas mon propos du tout, mais il faut discuter, il faut entendre les points de vue, il faut entendre les peurs, les craintes, il faut essayer d'y répondre. Et on y répond d'abord en échangeant les uns avec les autres, selon les points de vue qui sont différents. C'est un beau travail pour votre convention. Nous, on a commencé à le faire avec Anne et d'autres dans un collectif qui s'appelle Pour un pacte du pouvoir de vivre, où on mêle des préoccupations qui sont différentes entre le travail, entre les ONG, les mouvements écologistes, les associations de lutte contre l'exclusion, et on voit bien qu'on a besoin finalement de se définir des objectifs. Et moi, j'ai envie de dire que s'il faut regarder quels sont les blocages aujourd'hui, il y en a un, d'abord, c'est de définir l'horizon. C'est quoi le modèle de développement? C'est quoi le modèle productif? C'est quoi le modèle du travail? C'est quoi le modèle de société? C'est quoi le modèle démocratique qu'on veut construire demain? Et ça implique peut-être de laisser derrière nous ce que vous avez esquissé dans votre compte-rendu tout à l'heure, c'est-à-dire une vision parfois purement économique de ce que serait l'objectif. Parfois, l'objectif, il est autre. Et s'il y a un intérêt supérieur aujourd'hui, on le sait, c'est la question de la survie de la planète, sans vouloir dramatiser à outrance, mais la question, finalement, du modèle de développement qu'on veut construire. Et c'est absolument nécessaire. On ne fait, je l'ai dit, on veut que tout le monde est concerné, on emmène avec soi, on emmène ensemble, on y va collectivement que si on sait où on va. Et que ce débat-là doit avoir lieu, c'est absolument nécessaire. Le deuxième, c'est que on ne peut pas faire contre les individus, contre les personnes, contre les gens, et que les réponses, elles doivent être trouvées collectivement, même quand elles doivent être mises en œuvre individuellement, et qu'il y a besoin d'accompagnement. Et toutes et tous, il y a besoin d'accompagnement. Madame la ministre disait, il y a des choses qu'on pensait qu'on ne pourrait pas réaliser, etc. Mais tous et toutes, quand on s'est mis à trier, quand on s'est mis à se déplacer autrement, etc., eh bien finalement, on a été d'une manière ou d'une autre accompagnés. Et donc, la question de renvoyer à la responsabilité individuelle ne peut être possible que si on accompagne aussi dans un certain nombre d'évolutions des usages, etc. Le deuxième élément qui me paraît totalement indispensable et qui est, je crois, aussi une façon de donner du sens, c'est l'investissement massif qu'il faut opérer dans la transition écologique. Et donc,
Ça veut dire qu'il faut opérer un investissement massif pour transformer notre appareil productif, pour l'accompagnement des citoyens, des ménages, mais également pour faire des choix en termes énergétiques, en termes de rénovation thermique des logements, vous en avez parlé tout à l'heure, en termes de mobilité, de transport, etc. Et que pour cela, il faut sortir d'une seule logique budgétaire. C'est absolument indispensable. Si on se dit que l'avenir, il ne peut pas être autrement que de ralentir le réchauffement climatique et donc de s'inscrire à la transition écologique, il faut très clairement qu'on définisse que ça, c'est l'objectif numéro 1 et que ça nécessite des milliards et des milliards d'investissements. La question, c'est comment les trouver. Et il y a sans doute des débats à mener là-dessus. Il y a aussi à s'interroger sur la question européenne. Aujourd'hui, pourquoi l'investissement massif dans la transition écologique compterait encore dans la règle budgétaire des 3%. C'est des sujets qu'il faut pouvoir aborder de face et c'est la responsabilité aussi de choix politiques clairs à opérer. Il y a la question des entreprises, avec la nécessité d'anticiper et débattre dans les entreprises de ce que ça va produire. Madame la ministre citait les centrales à charbon. C'est compliqué syndicalement de dire, comme nous on l'a dit, oui, les centrales à charbon, c'est logique qu'elles aillent vers la fermeture, mais on ne peut pas mépriser ceux qui y travaillent et considérer que finalement ils trouveront bien autre chose. Ça veut dire qu'il y a un accompagnement, il y a une réflexion à mener et que ça ne peut pas être aux seules mains des chefs d'entreprise. Il faut un dialogue presque beaucoup plus affirmé au sein des entreprises et ce n'est pas toujours ce qui s'opère. Et puis, dernier point, la question des territoires. Moi, je suis persuadé que ça ne viendra pas des décisions, tout ne viendra pas de décisions imposées et qu'il faut une mobilisation dans les territoires pour gérer des situations particulières de mobilité. On n'a pas les mêmes impacts de besoin d'aller au travail tous les matins si on est en Île-de-France, si on est en zone rurale, si on est en zone semi-urbaine, etc. Et donc, ce sont les acteurs eux-mêmes qui doivent pouvoir s'organiser. Et donc, c'est ça qui est compliqué, c'est pour boucler sur mon introduction, c'est qu'on est tous un peu responsables, mais qu'on a quand même besoin de choix politiques extrêmement clairs et d'investissements et finalement de faire confiance un peu plus aux citoyens eux-mêmes dans leur capacité, avec d'autres, collectivement, à trouver des réponses. Mais ils ne pourront être engagés, on le voit bien, puisque la résistance au changement, elle est forte pour chacun d'entre nous, ils ne pourront être engagés que si il y a des choix politiques très clairement affirmés et un investissement massif dans cette transition écologique. On le sait maintenant, l'accélération du réchauffement climatique ne permettront pas des adaptations à la petite semaine. C'est des vrais choix qu'il faut opérer et c'est ça qui est compliqué. Merci. Monsieur de Romanet, est-ce que ça vous inspire également ? Difficultés ou pistes d'intervention. À vous entendre, il y a un peu d'espoir quand même. Donc, quelles sont... Et n'hésitez pas à nous dire aussi les difficultés que vous rencontrez dans cet exercice, parce que, en tout cas, vous serez interviewé et interrogé ensuite dessus. D'après la Convention, il y a vraiment des difficultés à vous faire bouger les uns les autres. Vous devez entendre, en tout cas, ou avez compris qu'eux identifient un certain nombre de résistance très forte. Donc, si vous les croisez, si vous les rencontrez, essayez de les exprimer aussi ou de les raconter. Voilà. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de nous avoir invités. Et puis aussi, comme le ministre, merci de vous mobiliser pour cette question importante. Alors, la question à laquelle il m'a été demandé de répondre, c'est pourquoi est-ce que les entreprises ne sont pas mobilisées sur cette question ? Donc, je vais essayer de vous répondre en 3 temps. D'abord, je vais essayer de vous dire que les entreprises sont comme chacun d'entre nous, elles se mobilisent progressivement de plus en plus et leur mobilisation est significative. Deuxièmement, j'essaierai de vous dire en quoi elles se mobilisent. Et troisièmement, j'essaierai de regarder avec vous quelles sont les règles qui peuvent nous permettre d'accroître la mobilisation. Et vous m'entendez mieux là ? Ouais, là c'est mieux. Bon, micro. Alors, donc, pourquoi est-ce que les entreprises ont mis du temps à se mobiliser ? Je crois que comme chacun d'entre nous, le phénomène auquel nous assistons est inouï dans l'histoire de l'humanité. Songez que le premier puits de pétrole date de 1859 et qu'en à peine plus d'un siècle, nous aurons consommé quasiment le 5e ou le quart du pétrole qui a été amassé pendant des dizaines de millions d'années dans le sol. Donc, dans l'histoire de l'humanité, ça ne s'est jamais vu. Et il a fallu du temps pour comprendre cette fameuse courbe de Hocquet
que montrent les économistes américains. C'est-à-dire que pendant toutes les années qui nous séparent de l'an 1000, le climat a toujours été le même, sauf que depuis 1980-1990, nous avons eu 2 décades qui se sont trouvées systématiquement 1 degré de plus que toutes les autres décades des 10 siècles qui nous ont précédés. Donc le phénomène, il est récent, il est inouï, et il nous faut du temps pour résister à la sidération du fait que non seulement il est inouï, mais c'est nous qui l'avons provoqué. Et donc les entreprises, elles sont tout à fait conscientes, comme chacun d'entre nous, du fait qu'il faut se mouvoir vite, parce que c'est notre société qui est en cause. Et je citerai simplement l'exemple des entreprises de réassurance. Je suis administrateur d'une entreprise de réassurance, ce sont des entreprises qui assurent les assureurs. Eh bien, aujourd'hui, nous n'en dormons pas. La fonte du permafrost, ce sont des nouvelles bactéries qui vont sortir de terre et des épidémies. Le réchauffement de l'océan, il suffit que dans quelques années, nous ayons des océans qui atteignent 50 degrés. Aujourd'hui, au maximum, ils atteignent 27 degrés. Pour qu'on n'ait plus des hurricanes, mais ce qu'on appelle des hypercanes, c'est-à-dire des hurricanes de taille 5 fois plus grande, avec des vents de 800 km à l'heure et une pression atmosphérique à l'intérieur du hurricane qui fait qu'il peut durer plusieurs semaines. Monsieur Romanet, on a eu des experts qui sont venus nous raconter les expériences, enfin pas les expériences, mais un peu les grands enjeux et décortiquer, essayer de comprendre justement toutes les composantes du changement climatique. Oui. Ce qu'on voudrait, c'est vous entendre sur votre expérience. Vous avez eu des experts, mais il faut que votre vous regard aussi, il faut que chacune et chacun d'entre vous sache que c'est pas parce qu'on est entrepreneur qu'on n'est pas sensible à ces questions. Et donc, le premier temps de mon raisonnement était de vous dire, les entreprises sont sensibles à cela, et ça sera la fin de ma première partie. Parfait, 5 minutes. La seconde partie, c'est vous dire que les entreprises sont mobilisées. Il se trouve que je préside une association qui s'appelle Paris Europlace, qui promeut la place financière de Paris. Quelle est notre ligne directrice? Elle consiste à dire qu'il faut que les financiers du monde entier viennent faire de la finance à Paris, non pas parce que la finance quitterait Londres à cause du Brexit, mais parce que Paris est une place originale qui attache une place particulière à la finance verte et responsable. Et nous attachons beaucoup de prix à développer de la part des établissements financiers, des comportements qui aident à financer la transition énergétique et à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc je ne développerai pas parce que je vais encore me faire rappeler à l'ordre. Mais par exemple, demain, nous organisons à Paris une semaine qui s'appelle Infra Week, où nous promeuvons le financement des infrastructures et naturellement, les infrastructures que nous devons construire, elles doivent être économiquement compatibles avec l'exigence de la réduction des gaz à effet de serre. Autre exemple de l'action des entreprises, les grandes entreprises françaises sont regroupées dans une association qui s'appelle Entreprises pour l'environnement, qui a réalisé l'an dernier une étude qui s'appelle ZEN, Zéro émission nette pour 2050, étude extrêmement scientifique qui aboutit à 3 conclusions. La première conclusion, c'est qu'il est possible d'atteindre la neutralité carbone en 2050 sans atteindre au dynamisme de l'économie, mais il faut évidemment qu'on réduise nos émissions de gaz à effet de serre de 4% par an, alors qu'auparavant c'était de 0,5. Deuxièmement, cette neutralité est souhaitable car les modes de vie seront plus sains et plus confortables. Et troisièmement, ça n'est possible que si les entreprises, les pouvoirs publics et les populations décident d'agir ensemble. Et d'ailleurs, en regardant les conclusions de cette étude ZEN hier, je voyais que la première recommandation de ce groupe était de dire il faut mobiliser les Français car la communication sur le climat a laissé de côté l'action du grand public. Donc pour conclure cette deuxième sous-partie, je vous dirais que plus les entreprises sont grandes et plus elles sont cotées, plus elles sont sensibles pour une raison simple, c'est lorsque vous êtes une entreprise cotée aujourd'hui dans le monde, vous avez tous les investisseurs institutionnels qui votent aux assemblées générales en regardant ce que vous faites pour la transition écologique. Et donc, il y a un paradoxe sur lequel je ne vais pas m'étendre pour ne pas être trop long, mais plus l'entreprise est grande et plus elle est visible de chacun d'entre nous, plus elle est responsable et responsabilisée. Alors, pour conclure, que peut-on imaginer? Je donnerai simplement 2 têtes de chapitre pour ne pas être long. La première chose, c'est que les raisons du surplace, Jean Tirole, le prix Nobel d'économie français, les résume très bien. D'une part, l'égoïsme vis-à-vis des générations futures.
les mesures que nous allons prendre vont nous pénaliser au bénéfice de nos enfants et petits-enfants. Et deuxièmement, ce qu'on appelle le problème du passager clandestin. Lorsqu'un pays prend des mesures pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, c'est l'ensemble de la planète qui va en profiter. Donc si un pays qui représente 1% de la population de la planète arrivait à être à zéro émission nette et qu'aucun autre pays ne le faisait, eh bien ce pays se sacrifierait pour un bénéfice tellement dilué qu'il en perdrait la perception. Raison pour laquelle, lorsque on va réfléchir et continuer à progresser pour prendre des mesures qui vont permettre cette réduction des émissions de gaz à effet de serre, il faut être très attentif à favoriser des mesures qui permettent une application au niveau mondial, donc tout ce qui ressort du commerce international, tout ce qui ressort de l'obligation d'importer des produits avec un certain niveau de performance écologique, et aussi éviter les effets pervers. Je prendrai simplement un effet pervers. Si on augmente trop le pétrole, si on augmente trop le cours du pétrole dans un certain nombre de pays, on va diminuer la demande mondiale et donc on va faire baisser le cours. Et en faisant baisser le cours, on va permettre à d'autres pays d'acheter plus de pétrole. Donc ça serait dommage de favoriser ce genre de fuite. Pardon d'avoir été long et merci de votre attention. Je vous en prie. Anne Bringot, expliquez un petit peu aussi votre parcours et votre action, peut-être avant de nous donner votre point de vue. Oui, bonjour à tous. Je suis ravie d'être ici. J'ai suivi vos débats sur Internet pour la partie qui était diffusée et j'ai trouvé ça vraiment très riche et j'ai trouvé vos conclusions présentées ce matin également. Elles m'ont donné beaucoup d'optimisme parce que je vois que vous avez déjà beaucoup avancé sur le chemin de la compréhension effectivement des blocages et des moyens de passer outre. Personnellement, donc, j'ai travaillé pendant 11 ans comme consultante dans un grand groupe anglo-saxon. Et puis au bout de ces 11 ans, j'ai 3 enfants. Je me suis demandé finalement ce que je leur racontais le soir. Je ne trouvais pas le sens à ce que je faisais et donc j'ai changé complètement. J'ai travaillé ensuite comme directrice d'une association de protection de l'environnement qui s'appelle les Amis de la Terre, qui est une association pour laquelle j'ai beaucoup d'affection. Et depuis 2012, je travaille comme responsable sur la transition énergétique au Réseau Action Climat, qui est une association qui rassemble 22 associations et fondations qui travaillent sur la question du changement climatique. Donc on y retrouve les associations de protection de l'environnement, que vous connaissez tous. On y retrouve aussi des associations de solidarité internationale comme Oxfam ou CCFD Terre Solidaire, puisque ces enjeux de climat impactent également les autres pays. Et puis des associations de lutte contre la pauvreté comme le Secours catholique. Donc nous, on essaye de travailler ensemble pour être plus forts et de peser davantage sur les politiques publiques. Alors, dans les blocages que vous avez présentés, il y en a beaucoup qu'on retrouve et je vais illustrer certains et en rajouter d'autres. Et je vais commencer effectivement par en rajouter un, c'est cette vision partagée de là où on va. Si on ne sait pas où on va, on ne risque pas d'y arriver. Et cette neutralité carbone, cet équilibre naturel qu'on veut retrouver entre les émissions et l'absorption des émissions par les milieux naturels, eh bien, ça veut dire des changements extrêmement profonds. Je crois que vous l'avez vu dans vos livrets d'information, ça veut dire plus d'essence et plus de diesel dans les voitures et les camions. Ça veut dire plus de fuel, plus de gaz fossile pour se chauffer. Ça veut dire un changement d'alimentation vers plus de protéines végétales. Ce sont des changements vraiment profonds. On n'est pas à la marge et il faut les faire vite. Vite parce qu'on n'a plus le temps et que si on veut réduire les impacts du changement climatique, eh bien, il faut aller le plus vite possible. Et donc ces changements, eh bien, tant qu'on n'est pas tous conscients effectivement de ces changements, on va avoir du mal à aller dans ce sens-là. Et actuellement, c'est assez normal que vous n'ayez pas cette vision partagée. Pourquoi ? Parce qu'on baigne dans des discours contradictoires. Et c'est là où on va rejoindre la question des lobbies. Par exemple, on vous dit qu'il faut acheter des véhicules moins polluants. Mais en même temps, vous avez des tas de publicités qui vous disent qu'il faut acheter des SUV, il faut acheter des véhicules qui polluent plus et qui consomment plus d'essence. Et résultat, en 2018, les véhicules neufs vendus, en moyenne, émettaient plus de CO2 que les véhicules neufs vendus 2 ans plus tôt. On va dans une direction qui est totalement l'opposé de ce qu'il faudrait faire. Autre contradiction, on vous dit qu'il faut privilégier le train. Et en parallèle, on supprime des lignes.
en parallèle, on ne vous donne pas les moyens, effectivement, d'utiliser d'autres moyens de transport et on développe de nouvelles autoroutes et on agrandit des aéroports. Il y a plusieurs aéroports en France où il y a des projets d'extension. On le voit bien, on l'a vu, dans ces messages contradictoires, il y a les entreprises, celles qui ont une activité qui est incompatible avec cette neutralité carbone, eh bien, elles pèsent de tout leur poids, elles freinent pour qu'on n'aille pas vers cette neutralité carbone. Et au sein même du gouvernement, on a maintenant des budgets carbone, on a des plafonds d'émissions de gaz à effet de serre que la France ne veut pas dépasser, mais on ne peut pas dire qu'il y a une unité au sein du gouvernement, on ne peut pas dire que ce soit vraiment la priorité du gouvernement de ne pas dépasser ces budgets carbone. Et le résultat, c'est que sur les dernières années, depuis qu'on a des budgets carbone, on les a toujours dépassés. C'est-à-dire que la France explose à chaque fois ses résultats, ne suit pas du tout ses objectifs en termes de baisse d'émissions de gaz à effet de serre, en termes également de développement de l'énergie renouvelable. Il y a un site qui existe que vous pouvez consulter avec les chiffres officiels qui s'appelle observatoire-climat-énergie.fr et vous pourrez regarder effectivement où la France en est par rapport à ses objectifs. Et les blocages, ça vous l'avez dit également, hein, je reprends vos termes, ils sont liés à des mesures qui ne seraient pas justes socialement, à des situations individuelles, sociales, qui ne permettraient pas de se préoccuper d'écologie. Et c'est vrai, on dit qu'il faut rénover les logements, mais si vous êtes locataire d'une passoire énergétique, c'est-à-dire un de ces logements qui sont très mal isolés. Vous payez une facture d'énergie, vous payez une fortune. Vous n'avez même pas chaud parce que votre logement il est tellement mal isolé. Votre propriétaire il ne veut pas faire de travaux. Et le prix de l'énergie continue à augmenter. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous n'êtes pas en colère face à ces messages contradictoires? Et qu'est-ce qui se passe face à ça? Eh bien, il y a une loi sur l'énergie et le climat qui a été votée récemment. Dans cette loi, il y a plusieurs parlementaires, y compris de la majorité, qui ont proposé d'inclure une mesure pour interdire progressivement à la location les passoires énergétiques, pour obliger les propriétaires à faire les travaux. Ils ont proposé des mesures et à la fin, en plénière, le gouvernement est arrivé avec une mesure qu'il avait, un amendement du gouvernement, en disant « je siffle la fin de partie, c'est fini, on reporte à plus tard cette obligation de rénovation ». Donc voilà concrètement comment ça marche. Alors ne pas laisser des personnes de côté, c'est aussi penser aux emplois perdus. On sait qu'il y a effectivement des emplois qui vont être perdus avec la transition énergétique, on a parlé des centrales à charbon. On sait aussi qu'il y aura plus d'emplois créés que d'emplois perdus avec la transition énergétique, parce qu'il y a plus d'emplois dans les énergies renouvelables, dans la rénovation des logements, que des emplois actuellement dans les activités comme les centrales à charbon. Mais pour autant, si vous êtes salarié d'une centrale à charbon, si on vous dit brutalement que votre centrale, elle va fermer, parce que l'annonce, elle a été faite en 2016 de manière brutale. On n'a pas annoncé aux gens les mesures de reconversion. Il n'y avait rien de prévu. Comment pensez-vous que vous réagissez? Est-ce que vous êtes en colère ou pas? Moi, je comprends la colère, effectivement, des salariés pour qui on ne propose pas d'accompagnement. Depuis, il y a eu tout un travail, et sur les salariés des centrales à charbon, on a des progrès, mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte dans tous les secteurs où il va y avoir des évolutions. Sinon, effectivement, on aura des freins complètement légitimes à ces transformations. Et justement, donc, les mesures que vous allez proposer, il faudra à la fois que ce soit des mesures de baisse d'émissions de gaz à effet de serre, mais à la fois des mesures d'accompagnement pour les ménages ou pour les salariés ou pour les territoires qui vont être impactés par les changements climatiques ou par les mesures qui seront prises pour lutter contre le changement climatique. On l'a vu, sinon un autre frein, c'est de penser que les petits gestes vont suffire. Les petits gestes sont nécessaires. Les bouteilles en plastique, vous en parliez. J'ai vu aussi, je voyais aux images quand c'était diffusé ces bouteilles en plastique et ça m'avait fait aussi réagir. N'empêche qu'il va falloir aller au-delà, des mesures beaucoup plus fortes. Et donc il va falloir débattre de mesures qui ne font pas consensus, de mesures qui ne font débat et qui vont faire également débat entre vous. Et je vous incite à ne pas avoir peur de ces débats houleux entre vous et à rentrer dans ces mesures. Par exemple, interdiction progressive à la location des passoires énergétiques. Par exemple, des normes plus strictes sur les ventes de véhicules neufs. Par exemple, taxer la pollution, mais pas de manière injuste. Par exemple, stopper la publicité pour les véhicules les plus polluants. Ces débats, on vous incite vraiment à les avoir. L'une des pires conclusions de cette convention, ce serait d'avoir du consensus mou, des choses très générales, mais finalement qui ne font pas avancer les choses et qui ne sont pas à la hauteur de la neutralité carbone. Et certains vous diront que les propositions que vous faites ne peuvent pas être mises en œuvre. Je vais finir rapidement.
par exemple, en 2007, au moment du Grenelle de l'environnement, on voulait interdire la culture d'OGM en France et tout le monde disait c'est impossible d'interdire la culture d'OGM en France parce que c'est homologué au niveau européen, c'est l'Europe qui décide, etc. Jusqu'au moment où quelqu'un a trouvé quelque chose qui s'appelle la clause de sauvegarde. Et donc tout ça pour vous dire, ne vous laissez pas impressionner quand on vous dit que c'est juridiquement pas possible. Il y a toujours un moyen. Dites ce que vous voulez et il y aura un moyen juridique. Et juste le dernier point très rapidement, ces solutions, ces transformations, elles doivent être très rapides, très profonde, et donc les décisions elles ne peuvent plus venir d'en haut. Et c'est là où il faut changer aussi la manière de prendre des décisions. Cette convention, c'est justement un moyen de partager, de confronter les points de vue, les situations différentes. Et il faut probablement généraliser ce type de convention, y compris au niveau local, pour que cette appropriation des enjeux et ces propositions qui viennent du terrain, elles se généralisent. Et le mot de la fin, c'est pour vous dire, à la fin, ce qu'on a envie de vous dire, nous, au Réseau Action Climat, c'est qu'avec justement vos regards différents, eh bien, nous avons confiance en vous, nous avons confiance en le résultat que vous apporterez dans cette conférence, dans cette convention. Merci. Nous, on a rapidement une question et une remarque. La remarque, c'est que on a, pour la plupart, toujours pas de socle commun de connaissances pour qu'on puisse vraiment travailler ensemble, parce qu'on on vient de milieux différents, d'horizons différents. C'est justement le souci du tirage au sort. On vient tous d'horizons différents. Et pour qu'on puisse travailler ensemble, il faudrait que vraiment tous soient au même niveau pour que, comme on l'avait dit dans le groupe, voilà. Et la deuxième, là c'est plutôt une question et elle s'adresse plus, moi je pense à Madame Elisabeth Borne en tant que ministre de l'écologie. Donc vous devez sûrement le savoir, dans le sud de la France, il y a le projet ITER qui est encore sûrement en expérimentation. Donc en gros, pour ceux qui ne le savent pas, ITER c'est un programme de recherche sur une nouvelle énergie qui utiliserait la fusion nucléaire. Et donc voilà, ça résoudrait en gros pas mal de problèmes. Donc là, ce serait de l'énergie verte et on n'aurait pas à utiliser le fioul. Voilà. Voilà, en gros, où en est le projet en fait? Est-ce que ça a été abandonné? Parce que j'en ai entendu parler une fois sur Arte, mais c'est tout quoi. Ok. Voilà. Oui. Merci. On prend plusieurs questions ou on prend on va en prendre plusieurs. Alors, on va utiliser le micro, comme ça vous permet de vous lever. Qui est le porte-parole de votre groupe ici? Ah, pardon, excuse-moi. Bonjour, je suis Sarah de Bourges. Alors, on s'est mis d'accord sur une question. Pourquoi y a-t-il toujours une faille ou une porte de sortie aux réglementations visant à limiter les émissions de gaz à effet de serre? On va couvrir l'ensemble du questionnement. Okay. Bonjour, Gilles des plages du débarquement en Normandie. Comment expliquer, lors de la crise économique de 2008, l'État, les politiques ont trouvé les financements pour sauver les banques et les entreprises automobiles? Pour cette crise écologique, pourquoi ne retrouvent-ils pas le financement? Pour prendre note, ça peut être aussi simple. Marie-Hélène de Paris. Alors plutôt pour Madame la Ministre. Bonjour Madame. Le gouvernement ou votre ministère a-t-il déjà pris des décisions pour l'après-convention? C'est-à-dire qu'on se pose la question, quand nous allons vous remettre nos décrets, ou en tout cas ce que nous aimerions voir appliquer, avez-vous déjà des lignes? Et surtout, on aimerait savoir, d'abord, si ce sera bien dans le respect et la restitution de ce que nous vous remettrons. Est-ce que notre travail, vous avez l'intention d'y toucher, de nous en avertir avant s'il y a un problème ou pas? Et puis surtout, est-ce que dans les moyens, il vous serait possible que le gouvernement fasse passer des spots publicitaires, par exemple, mais pour une fois de la bonne publicité, la publicité qui soit écologique et qui explique à la population le pourquoi de nos décisions qui seront peut-être pas très favorables à tout le monde, mais si on les explique, je pense qu'elles seront beaucoup mieux acceptées. Merci Madame.
Bonjour, Marie-Josée du Pas-de-Calais. Alors, je m'adresse à Madame la Ministre, qui a été ministre des Transports et qui est maintenant ministre de la Transition écologique. Qu'envisagez-vous de faire pour développer les moyens de transport écologiques, économiques et accessibles à tous? Comme ça, je leur donne, ça sera exactement vos mots. Oui. Brigitte, donc je viens de Méditerranée. La question pose sur le transport. Donc ça s'adresse à Madame la Ministre du Transport. Comment expliquez-vous que la SNCF ferme les petites lignes et qu'on soit obligé de passer par Paris pour aller en province en train? Également, comment expliquez-vous que le train actuellement soit plus cher ou aussi cher que l'avion? Et pourquoi le ferroutage ne se développe-t-il pas plus en France? Voilà la question, les questions. Oui, bonjour, William, habitant récent de Nantes. J'ai une question pour Aéroport de Paris. Êtes-vous proactif dans la question environnementale et quel est votre plan d'action? Et également aussi, nous avons une question pour les autres entreprises et peut-être le monsieur de la CFDT pourra nous répondre. Est-ce que les autres entreprises sont prêtes à suivre nous, les citoyens, sur des mesures environnementales? Et existe-t-il un dialogue inter-entreprise par secteur? Dialogue inter-entreprise sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. C'est bien ça. Merci. Bonjour, Amandine de Paris. Je voulais juste dire d'abord que je pense que la méthodologie a été bien comprise puisque spontanément, entre nos deux groupes, on a fait un tirage au sort. Voilà. Donc, c'est... nous, on avait une question, on a commencé à discuter en fait d'une mesure et d'un label qui s'appelle le label RGE, reconnu garant de l'environnement, puisque dans mon groupe, il y a des gens qui connaissent ce label et qui l'appliquent. Et en fait, on se demandait, pour les mesures qui existent déjà, comme celle-ci, comment s'assurer d'un contrôle régulier, juste, puisqu'aujourd'hui, apparemment, certains chiffres, Marie-Noël en parlait, montrent que 56% des entreprises qui demandent et qui obtiennent ce label ne le mettent pas en œuvre. Voilà. Bonjour, Adèle de Savoie. Du coup, nous, en fait, on s'était posé la question de savoir quelle pression était exercée par les entreprises sur le gouvernement pour qu'il empêche le gouvernement de prendre certaines mesures. Notamment, ce qui nous a choqué, c'était l'exemple que vous avez donné sur la loi sur les passoires énergétiques, qu'elle avait été proposée par le Parlement, et puis qu'au dernier moment, le gouvernement s'était un peu rétracté. Et juste une demande aussi à vous, Madame Anne Brigaud, pour une liste des mesures que vous nous conseillez. Ce serait possible de nous la transférer. En tout cas, c'était une demande du groupe. Voilà, merci. On n'a pas oublié le groupe là. Bonjour, Paul, Paris 19, avec les camarades du dernier rang. Pour nous, la question s'adresse surtout à Madame Borne, Madame la Ministre. Quelle est la cohérence entre la nécessité ou la volonté de réduire les émissions de CO2 et en même temps de signer les accords du CETA, donc avec un des pays parmi les plus pollueurs, et qui entraîne du coup des échanges internationaux, donc très longue distance. Merci. Bonjour, Mathieu. Je suis là. Donc, nous, on se pose la question un peu de notre utilité. On entend beaucoup de choses, on a l'impression parfois que le gouvernement essaierait de se dédouaner un peu de ses responsabilités et de faire passer des propositions, pour reprendre un peu ce qui s'est dit, fortes, pas de consensus mou, des solutions rapides, profondes, on a confiance en vous, il faut un investissement massif, comment trouver l'argent. Et donc, moi, ça nous fait penser à l'épisode des Gilets jaunes et à la taxe carbone, évidemment.
un peu, vous n'avez pas réussi à le faire passer, et peut-être que si c'est les citoyens qui le font, ça passera mieux. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous répondre là-dessus, et qu'est-ce que vous attendez en fait de nous? Voilà. Bonjour Madame la Ministre, bonjour Madame, bonjour Messieurs. Je suis Jean-Pierre du Pays du Mont-Blanc. Alors, j'ai une question pour chacun d'entre vous. Une seule. Alors, nous avons, pardon, ouais. Excusez-moi, une question pour chacun d'entre vous. J'ai entendu de la part de vous tous un message d'espoir et je vous en remercie. Ça nous encourage dans notre travail. Toutefois, j'ai été interpellé, enfin nous avons été interpellés par un de Bringo, si je ne me trompe pas, sur des évidences qui étaient, d'une part, nous avons constaté ces derniers jours, les secteurs qui émettaient le plus de GES étaient notamment l'automobile, les transports, et puis le bâtiment. Anne Bringo nous a fait part de projets de loi qui devaient permettre la réduction de GES. Or, cette loi n'a pas été votée. Ça, c'est ma première question, donc j'aimerais que Madame la Ministre puisse y répondre. La deuxième question que j'avais, c'était votre engagement, monsieur, au niveau d'ADP. Alors, même si vous n'êtes pas avionneur, dans le groupe d'experts ou de chefs d'entreprise avionneurs, y a-t-il des projets d'avions qui consommeraient moins ou de projets qui permettraient la réduction de gaz à effet de serre? Et enfin, monsieur, le syndicaliste, je souhaiterais connaître précisément et profondément votre sentiment d'engagement à ce changement climatique. On a besoin que vous réexpliquiez la dernière. Alors, c'est pris en note. Si c'est pas, ça correspond pas, vous me le redirez, on le réécrira. C'est bon? Bonjour, Fabien des Hauts-de-Seine. Nous, on a une question et une remarque. La première question, ça va rejoindre déjà les questions qui ont été posées précédemment. C'est comment expliquer que les transports respectueux de l'environnement, comme le train, ne soient pas plus développés, favorisés et qui soient si chers. Et la deuxième remarque, ça concerne les Outre-mer. Parce que dans tout ce qu'on a pu voir depuis le début, c'est toujours la pollution en France métropolitaine et on a peu ou pas de données sur les Outre-mer, donc je pense que c'est important de mettre ça en avant. Voilà. Merci. Okay, merci beaucoup. Je pense que... Alors, vous avez tous, je pense, restitué. Alors, je vous propose qu'on les prenne peut-être par paquet. En tout cas, il y avait déjà beaucoup de questions qui s'adressaient à vous, Madame la Ministre. Vous en avez pris note, elles sont aussi affichées là. Je vais mettre de côté le sablier, parce que je pense que 2 minutes ne suffiront pas. On va vous donner le temps de répondre et puis après on fera circuler. Allez-y. Merci. Alors peut-être sur les questions concernant l'objet et l'objectif de la Convention citoyenne et qu'est-ce qu'on va faire de ce que vous allez nous proposer. Moi je peux vous redire ce qui a été dit par le président de la République quand il a évoqué cette convention, ou par le Premier ministre quand il est venu vendredi vous en parler. On ne va pas retravailler vos propositions. On s'est engagé à soumettre au Parlement les propositions, les projets de loi que vous pourriez proposer et à prendre les mesures réglementaires que vous pourriez là aussi proposer, voire, je le dis pour le garant qui tient beaucoup, à soumettre à référendum ce que vous proposeriez et qui rentrerait dans le champ du référendum. Donc on ne va pas passer derrière en disant je vous remercie, maintenant on va changer la nature des propositions que vous nous avez faites et on va les remettre à notre sauce. On s'est engagé à ne pas faire ça. On s'est engagé à présenter les projets de loi, prendre les mesures réglementaires, soumettre le cas échéant à référendum. Ça ne veut pas dire que le gouvernement est en train de se dédouaner. Ça veut dire qu'on pense que, et je crois que ça a été dit par beaucoup d'entre vous et d'entre nous, les bonnes idées, ou en tout cas les bons leviers, ils ne se décrètent pas par le gouvernement à Paris. On n'est pas omniscient et on peut ne pas trouver les bons leviers. Donc on pense
C'est le cas, par exemple, quand on essaye de mettre en place des aides pour changer de voiture. Il y a des gens qui nous disent c'est super, il y en a qui nous disent c'est compliqué. On a besoin de savoir qu'est-ce qui est compliqué. Quand on veut travailler sur un sujet qui nous tient tous à cœur, la rénovation des logements, il y a des tas de dispositifs d'aide, il y en a sans doute trop, on essaie de les simplifier. Vous pouvez nous dire si vous les connaissez déjà, ça serait une première chose. Et ensuite, comment on peut les rendre plus accessibles, plus efficaces. Et puis, il y a des débats qui ne sont pas complètement simples sur... j'ai évoqué les décisions qui avaient conduit à des blocages. Ça veut dire que manifestement, quand on veut, je le redis, agir au niveau des enjeux, parfois les chemins qu'on propose ne sont pas acceptés par les Français. Donc finalement, on pense que c'est bien que les Français, et donc vous-même, vous puissiez nous dire quels sont les bons leviers sur lesquels on ne s'est pas suffisamment appuyé, ou les leviers qu'on a voulu utiliser, comment on pourrait mieux les utiliser. Sur les spots publicitaires, je comprends ce que vous dites, c'est-à-dire que, mais très franchement, on aura à y travailler avec vous à partir du moment où vous aurez des propositions. Expliquer les décisions que vous proposez. Du reste, peut-être qu'on ferait bien de temps en temps d'expliquer mieux les décisions qu'on prend, mais en tout cas, je comprends bien votre préoccupation et il faudra qu'on y réfléchisse à expliquer pourquoi vous proposez certains choix, étant entendu que cette transition énergétique, cette lutte contre les émissions de gaz à effet de serre suppose de bouger des comportements et qu'il faut que les gens qui pourraient être concernés comprennent. Donc, moi, je prends votre point, même si on n'a pas encore réfléchi à tout, on va y réfléchir avec vous. Sur les transports propres, sur comment on peut avoir des transports plus faciles, moins chers, plus propres. En fait, c'est tout le sens, puisque j'étais ministre des Transports avant d'être ministre de la Transition écologique et solidaire, c'est tout le sens de la démarche que moi j'ai lancée en arrivant au gouvernement comme ministre des Transports, de repartir des besoins des Français et d'essayer de trouver des solutions les plus adaptées, en partant du constat que sur 80% du territoire, les collectivités, les élus en proximité ne se sont pas saisis du rôle qu'ils peuvent avoir en termes de mobilité pour proposer des solutions alternatives à la voiture. Donc, on a travaillé avec les élus pour qu'ils puissent mieux se saisir de ces outils, peut-être leur donner des nouveaux outils, parce que quand on est dans des zones où il y a peu d'habitants, ce n'est pas les mêmes outils que ceux qui marchent à Paris. Donc c'est les aider à développer le covoiturage, le transport à la demande, les véhicules électriques en libre service. Et c'est tout le sens de la loi mobilité qui est en cours de discussion au Parlement, qui vise à donner dans chaque territoire des outils aux élus pour accompagner les citoyens dans des solutions alternatives à la voiture. Et il y a une disposition complémentaire, c'est ensuite, si vous n'avez pas d'autre choix que la voiture, d'abord, on veut encourager le covoiturage. C'est par exemple le sens, vous savez, du forfait mobilité, sur lequel on a travaillé aussi avec les organisations syndicales, permettre aux employeurs de rembourser jusqu'à 400 € sans charge sociale et sans fiscalité si vous faites du covoiturage ou si vous prenez du vélo. Vous aurez compris que ça me tient à cœur. Le covoiturage aussi, parce que quand on est deux dans une voiture, on émet 2 fois moins de gaz à effet de serre que si chacun prend sa voiture. Donc on propose toute une palette de solutions qui relèvent plus des élus qui, en proximité, pourront proposer ces solutions. Et puis pour ceux qui sont obligés de prendre leur voiture seuls, on propose des aides pour changer de voiture. Tout ça pour dire que ça montre aussi qu'il y a des aides qu'on essaye de mettre en place et peut-être qu'elles ne sont pas suffisamment connues et que ça vaudrait la peine aussi que vous nous disiez comment on peut faire pour que chacun soit davantage informé de ce qui peut exister. Sur le transport ferroviaire, vous savez, on n'a jamais investi comme on le fait dans ce quinquennat sur le transport ferroviaire parce qu'on a pendant des décennies fait des TGV et qu'on a négligé le réseau ferroviaire classique. Donc on va investir 50% de plus dans ce réseau ferroviaire et moi je suis pour évidemment développer le transport ferroviaire, en particulier autour des grandes villes où on n'a pas du tout dans les autres régions les RER qu'on a à Paris.
Donc je pense on va investir sur ce point-là pour doubler la capacité des lignes de chemin de fer qui permettent d'aller à Bordeaux, à Nantes, à Lyon d'ici 2030. Et je pense qu'il faut effectivement beaucoup plus de transport ferroviaire pour les personnes, mais on a là aussi prévu d'investir. Ça doit être 2,6 milliards d'euros dans les 10 ans. Et sur le fret ferroviaire, alors là, ça mériterait peut-être que vous ayez des débats sur ces sujets, parce que ça fait des années que tout le monde se dit que c'est bien le fret ferroviaire et puis qu'il y a de plus en plus de camions. Bon, donc on essaye, on a des propositions, mais je ne vais pas les détailler aujourd'hui, et je pense que c'est vraiment un sujet sur lequel je pense qu'il sera utile que vous puissiez faire des propositions. Sur les pressions exercées par les entreprises et pourquoi on aurait renoncé à interdire la location des passoires thermiques, c'est moins simple que ça. Si on prend des dispositions pour accompagner ceux qui veulent rénover leur logement avec des aides, on essaye de simplifier, on essaye de développer le conseil et on veut sortir des passoires thermiques dans 10 ans. On aurait pu mettre en place une interdiction totale de location des passoires thermiques. En fait, il y a eu des débats au Parlement et je pense que c'est un sujet dont vous pourrez redébattre. On peut se dire qu'il y a des propriétaires qui louent des logements mal isolés parce qu'ils trouvent ça simple, que ça rapporte de l'argent et que finalement, s'ils investissent pour faire des économies d'énergie, ça ne leur bénéficie pas à eux, ça bénéficie aux locataires. On peut se dire aussi qu'il y a des gens qui sont propriétaires d'un logement, qu'ils mettent en location et pour lequel le loyer permet juste d'équilibrer les travaux qu'ils ont à faire. Et que si on leur dit, en fait, si vous ne faites pas des travaux importants, vous n'aurez plus le droit de le louer, alors ils le loueront tout simplement plus. Et qu'on pourra avoir des centaines de milliers, voire des millions de Français en difficulté. Donc ce débat, il n'est pas aussi simple que ça. Peut-être qu'on n'a pas suffisamment toutes les données sur le sujet, mais je pense que c'est vraiment intéressant que vous puissiez retravailler sur cette question, si ça vous semble effectivement pertinent. Sur les traités internationaux, vous savez que le président de la République s'est exprimé assez fortement encore récemment à la tribune des Nations Unies. D'abord, pour redire que le CETA, c'est un traité qui a été signé dans le précédent quinquennat. Les responsables politiques qui l'ont signé, c'est curieux parce qu'aujourd'hui, ils sont tous contre. Mais en tout cas, ils l'ont signé dans le précédent quinquennat et il avait été lancé dans la majorité qui était encore là avant. Aujourd'hui, ils sont tous contre. Ce qui a été fait quand le gouvernement est arrivé, et en particulier par Nicolas Hulot, d'abord, c'est de mettre en place des experts pour dire qu'est-ce qu'il y a dans le traité, quels sont ses impacts. Et c'est un comité d'experts qui continuera à évaluer ce qu'il y a dans le CETA, et puis d'obliger de conditionner les accords commerciaux au respect par les pays avec lesquels on signe ces accords des accords de Paris. Et le président de la République a dit qu'on souhaite aller plus loin, c'est-à-dire que finalement, considérer que ces accords commerciaux, ils devraient être zéro carbone et zéro déforestation. On ne va pas se donner des règles très vertueuses sur nos territoires et puis ensuite importer des produits qui sont issus de la déforestation, notamment des forêts tropicales, ou qui ont été produits en émettant énormément de gaz à effet de serre et qui, accessoirement, sont en plus transportés par des bateaux qui, entre-temps, vont avoir émis des gaz à effet de serre. Donc c'est le sens dans lequel on souhaite aller. Ensuite, ça ne se fait pas forcément d'un claquement de doigts. Et si vous avez des idées, n'hésitez pas à nous les proposer. Il y avait encore quelques questions quand même sur le projet ITER. Alors sur le projet ITER, c'est un projet de recherche qui ne va pas donner des solutions maintenant, peut-être dans quelques décennies. Et ça veut dire que qu'il faut qu'on travaille sur le développement des énergies renouvelables, des énergies propres, des énergies qui n'émettent pas de gaz à effet de serre, sans attendre la solution magique qui viendrait du projet ITER. Et la question qui était essentielle, en tout cas pour y compris nos travaux, c'est est-ce que vous ne vous servez pas de la Convention pour faire avancer la question de la taxe carbone ? Je crois que j'ai essayé de répondre. On n'est pas en train de vouloir se dédouaner sur vous, de dire il y a des décisions courageuses. Nous, on ne sait pas les prendre, donc on compte sur vous. C'est pas exactement ça. En fait, je pense que vraiment, je reviens. Beaucoup pensent qu'on ne va pas assez loin, qu'on ne va pas assez vite. Et quand on veut accélérer, on voit que parfois ça ne se passe pas bien.
Donc du coup, ça nous dit que les décisions, elles ne doivent pas tomber d'en haut, qu'elles doivent être concertées avec les Français, et c'est vraiment ça le sens de la... Enfin, c'est vraiment, je pense, dans cet esprit-là que le président de la République a souhaité ce type de travail avec des citoyens qui ont ces débats, parce que, enfin, moi, je voudrais dire que c'est jamais... si c'était simple, tout le monde l'aurait fait. En réalité, mener les transformations profondes, d'abord, il faut, et je le redis et je le partage complètement, qu'on soit clair sur où on veut aller et qu'on s'assure que c'est une société qui est bien, dans laquelle chacun vit bien, dans laquelle chacun a sa place, et que le chemin, il n'est pas si simple que ça, que quand on veut mettre de la contrainte, eh ben, ceux qui la subissent peuvent ne pas être d'accord. Quand on veut mettre des taxes, ceux qui les subissent peuvent ne pas être d'accord, et que c'est vraiment l'intérêt de montrer que c'est quand même des choix, et qu'à chaque fois, il peut y en avoir pour qui c'est pas simple, et que c'est important que vous puissiez nous dire comment on peut faire ce bon dosage, le cas des passoires thermiques étant un excellent exemple entre les obligations, les incitations, et de le construire avec vous. Alors, on aurait pu vous poser la question, vous étiez adressée... Une question complémentaire, s'il vous plaît, sur le projet ITER. Excusez-moi. Non. Il nous reste 5 minutes, je suis désolée, mais on va devoir passer, parce que sinon nos autres intervenants qu'on a mobilisés aujourd'hui ne vont pas pouvoir répondre. Je suis désolée, on les fera après, on leur propose déjà, parce qu'il y a des questions collectives, on va considérer qu'elles sont aussi les plus importantes. Donc, alors, on n'entend pas parce qu'il y a le micro. J'aimerais simplement avoir une précision sur le projet ITER. Voilà, qui est une question qui a été soulevée par l'ensemble de ce comité. Donc j'ai compris, Madame le ministre, que vous avez expliqué qu'il s'agissait d'un projet expérimental, et oui, on est tous d'accord avec ça. Je crois qu'effectivement, l'échéance qui a été donnée est de l'ordre de 30 à 40 ans, ce qui effectivement est immense et ne correspond pas avec l'objectif qui est recherché d'arriver à une neutralité carbone en 2050. Pour autant, lorsqu'il s'agit d'aller sur la Lune, l'homme était capable de le faire en 10 ans parce que tous les cerveaux de la planète se sont rassemblés pour faire aboutir un projet. Ce projet a-t-il de l'avenir et pourrait-on, en se rassemblant, aboutir collectivement? Merci. Alors, vous pourrez en redébattre entre vous. Je comprends que vous pensez que c'est la solution à nos problèmes. Je pense que ça sera peut-être une solution un jour, et qu'en attendant, il y a des très bonnes solutions sur les énergies renouvelables qui créent de la valeur dans les territoires. C'est le cas de la méthanisation, et je pense qu'il faut qu'on travaille sur l'ensemble de ces solutions. Ensuite, moi, je souhaite que notre pays que nos entreprises soient davantage en pointe, notamment sur toutes ces industries de la transition énergétique. Je préférerais que les panneaux photovoltaïques ne soient pas chinois, les batteries coréennes, et qu'on développe ces technologies en France. Et avec Bruno Le Maire, on va s'attacher à ce qu'effectivement des entreprises françaises soient aussi des champions de ces énergies renouvelables. Merci. Juste une petite règle du jeu quand même. On ne se parle pas les uns sur les autres. Okay, je comprends qu'on ait besoin de plus de précision, mais vous voyez l'heure qu'il est. Il nous reste normalement seulement 5 minutes. Donc, on va pouvoir aller jusqu'à 11h15, mais on tient à ce que quand même, vous voyez, on tient le compte. Alors, ça ne se voit pas très bien au grand écran, mais on passe en vert les questions auxquelles nos intervenants ont répondu. Donc, on va essayer quand même d'arriver au bout de ce processus-là. Ça sera important aussi pour vous et pour eux de vraiment être dans l'interaction avec vous. Monsieur de Romanet, alors ça fait un peu la passerelle entre... Il y avait une question qui vous était adressée, Madame Borne, si tu peux la remettre la page d'avant, qui consistait en fait à demander, mais on va la poser à Monsieur de Romanet, peut-être aussi qui peut nous aider dans l'échange. Pourquoi est-ce que le train est aussi cher que l'avion? Et on va commencer par là, ça va permettre de vous donner la parole pour vous. Et pourquoi l'avion est-il aussi économique que le train? Alors là, j'étais préparé à répondre aux questions sur l'avion en général et l'aéroport de Paris en particulier, mais je vais volontiers répondre à votre question. Nous sommes dans une économie de marché dans laquelle il est malheureusement observable que la compagnie nationale de train connaît une dette abyssale,
et que les compagnies aériennes ne sont subventionnées aucunement et au contraire sont extrêmement taxées. Donc vous avez un secteur qui est dans la compétition totale, qui vient de connaître 2 faillites retentissantes, avec des sous-traitants qui vont aussi suivre, donc des emplois qui vont être perdus, et qui essayent de survivre, et d'autre part le train qui est plutôt consommateur de crédit public. Donc c'est un paradoxe. Il est hors de question pour moi d'élucider ce paradoxe en 30 secondes, mais c'est simplement pour venir au secours du ministre, parce que lorsque l'État est obligé, pour résumer, depuis l'origine des temps, on pense que le train doit être subventionné parce que ce n'est pas aux citoyens de payer le train. Si les citoyens avaient payé le vrai prix du train depuis l'origine du train, on n'en serait pas là au point de vue de la dette. En revanche, depuis l'origine de l'avion, on pense que les gens doivent payer le vrai prix de l'avion. Et les citoyens payent le vrai prix de l'avion. Donc, c'est une situation qui est très compliquée. Alors maintenant, je viens en 2 secondes parce qu'on va alpaguer sur les avions et les aéroports. Allez-y. Le transport aérien, c'est 2% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Et pourtant, il faut quand même se prendre par la peau du cou, parce qu'avec la croissance du trafic aérien, ce chiffre pourrait augmenter. Donc, les compagnies aériennes sont très conscientes, et elles ont pris l'engagement, l'IATA a pris l'engagement de réduire d'ici 2050 ses émissions de gaz à effet de serre par moitié. Et selon le président du comité scientifique de la recherche en aéronautique en France, M. Kay de Safran, ça voudrait dire qu'il faudrait réduire de 90% la performance énergétique, enfin augmenter de 90% la performance énergétique des avions. C'est un programme gigantesque. Déjà, les avions sont aujourd'hui 50% plus performants qu'en 1990. Aujourd'hui, un avion consomme 2 à 3 litres au kilomètre par personne. Donc, nous savons que nous allons devoir développer de l'avion électrique. Je pense qu'il y aura des avions à bipropulsion pour les avions régionaux d'ici 2030. Pour le 600 km de range, on pourra avoir des avions électriques. Par ailleurs, il faut faire la recherche sur les biocarburants, qui est très difficile d'ailleurs parce qu'on n'a pas encore trouvé la bonne filière de biocarburants qui soit écologiquement responsable. Il y a une usine de biocarburants à la Mède qui fait des biocarburants avec l'huile de palme, mais il n'y a pas grand monde qui veut qu'on utilise l'huile de palme. Donc c'est un vrai sujet de recherche, et d'ailleurs je le dis à tous ceux qui nous écoutent, tous les jeunes qui veulent s'engager dans la recherche dans ce domaine sont bienvenus. S'agissant des aéroports, nous représentons 5% des émissions du secteur. Et nous nous sommes engagés en juin dernier à avoir 0 émission nette de carbone en 2050. Et donc, je ne vais pas vous lister tout ce que nous faisons, mais ce que nous faisons, c'est que nous faisons de la géothermie, nous électrifions tous nos véhicules sur les plateformes, et puis nous aidons les compagnies aériennes à diminuer le temps de roulage, à améliorer le taxiing électrique. Enfin, je ne veux pas vous développer tout ça. La seule chose que je puisse dire, pour conclure, c'est que les salariés des entreprises de compagnies aériennes, les salariés des aéroports ont les mêmes enfants que tous vos enfants. Et aujourd'hui, tous nos enfants, ils sont séduits par le mot d'ordre suédois de honte de prendre l'avion. Donc il y a aujourd'hui dans le monde une stigmatisation de l'avion, qui est probablement excessive d'ailleurs, parce que les Suédois voyagent 5 fois plus que les Européens, qui eux-mêmes voyagent 28 fois plus que les Indiens. C'est comme si aujourd'hui, un Français ou un Américain disait aux petits Africains « Surtout ne construisez pas d'immeubles en béton parce que le bâtiment représente 10% des émissions de gaz à effet de serre. » Donc, la réponse à votre question, c'est que le domaine aérien est extrêmement actif pour apporter sa pierre à l'édifice. Merci beaucoup. Vous vouliez réagir? Ouais. Il y avait le dialogue intersecteur, vous avez expliqué que vous travaillez avec les compagnies aériennes. On pourra peut-être vous faire revenir Oui, dessus. ça va être très difficile de réagir en 2 minutes. Sur l'aviation, 2% des émissions mondiales, mais il faut rajouter la vapeur d'eau, il faut rajouter d'autres effets qui rajoutent au réchauffement. Et par ailleurs, l'aviation, il n'y a pas de solution. Autant sur la mobilité, sur le logement, on s'est sortir des énergies fossiles, avoir 0 énergie fossile. Autant sur l'aviation, la seule piste, c'est les biocarburants, et comme ça a été dit, ce n'est pas une solution actuellement viable. Donc la seule solution, c'est de baisser le trafic aérien. Il n'y en a pour l'instant en tout cas aucune. Et les aéroports sont subventionnés, enfin beaucoup d'aéroports en France, on a beaucoup d'aéroports, et beaucoup d'eux sont subventionnés. Donc dans vos impôts, vous payez aussi pour des aéroports que vous n'utilisez peut-être pas d'ailleurs.
Sur les mesures que nous proposons, j'ai parlé de publicité, j'ai parlé de rénovation des passoires énergétiques, de normes pour les véhicules neufs. Je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails. L'idée, c'est que vous nous communiquiez la liste et on la transférera. On communiquera évidemment des listes. Je voulais réagir sur ITER. Parce que c'est quand même un sujet important. La production d'électricité en France, c'est 5% des émissions de gaz à effet de serre en France. Si on ferme les centrales à charbon, ce qui est prévu, on va encore baisser. Donc la production d'électricité en France, ce n'est pas un sujet climat. Personne n'envisage d'augmenter, exactement, c'est un sujet nucléaire, mais ce n'est pas un sujet climat. Personne n'envisage d'augmenter les émissions de gaz à effet de serre. Par ailleurs, un autre fait, sur la consommation d'électricité, j'écoutais vos débats hier, même si on augmente beaucoup les véhicules électriques, est-ce que c'est bien Papien, vous aurez le débat, mais même si on arrive à 15 millions de véhicules électriques en 2035, la consommation d'électricité ne va pas augmenter. C'est contre-intuitif, c'est pas moi qui le dis, c'est RTE, le réseau de transport d'électricité, qui fait des modélisations. Pourquoi elle ne va pas augmenter? Parce que la baisse de consommation qui est liée au LED, ces ampoules qui ne consomment moins, qui est liée à l'efficacité énergétique en général, à la rénovation des logements, même si ça ne va pas assez vite, fait plus que compenser la consommation des véhicules électriques. Donc on ne va pas augmenter la consommation d'électricité d'ici à 2035 dans tous les scénarios. Il n'y a aucun scénario où on augmente la consommation d'électricité. Donc la seule question qui se pose, c'est à quel rythme on ferme les réacteurs nucléaires au fur et à mesure qu'on développe les renouvelables. L'État a décidé de miser plutôt sur des exportations. Nous, on n'était pas d'accord là-dessus. Donc on va produire plus d'électricité pour l'exporter. Et par ailleurs, l'autre question, c'est par quoi on remplace ces anciens moyens de production, notamment ces réacteurs nucléaires. Est-ce que c'est par des renouvelables? Est-ce que c'est par du nouveau nucléaire, donc ce qu'on appelle les EPR? Clairement là-dessus, sur l'aspect économique, il n'y a pas photo. L'EPR de Flamanville, il n'a pas démarré, il coûte une fortune. Les énergies renouvelables, ça fonctionne, c'est en train de se développer et les coûts ne cessent de baisser, même si on ajoute le coût de la flexibilité, puisque vous savez qu'évidemment, certaines énergies renouvelables sont variables et ne fonctionnent pas tout le temps. Donc ce sont ça les questions. Par contre, ce ne sont pas des questions climat, ce sont des questions sur les systèmes électriques. Du point de vue du climat, la question, c'est la mobilité, le bâtiment, l'agriculture. L'électricité, elle ne produit quasiment pas d'émissions de gaz à effet de serre en France. Il n'est pas prévu d'augmenter ces émissions, au contraire de les baisser. Alors, il y avait une question sur les labels. Alors, même si vous n'êtes pas spécifiquement spécialisé sur ce label RGE, comment se fait-il ou comment peut-on faire pour qu'il soit appliqué d'une manière générale? Il y a des tas de bonnes intentions, on les signe, on les applique. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous dire? Je ne suis pas spécialiste des labels, mais c'est vrai qu'il y a différents types de labels. Il est difficile de s'y retrouver. Il y en a qui sont plus ou moins fiables avec des contrôles indépendants et d'autres qui sont plus du greenwashing ou une marque, parfois des marques de plusieurs entreprises qui se mettent ensemble. Donc c'est vrai que là, il y a une vraie question aussi de transparence et de garantie sur les travaux pour la rénovation. Effectivement, l'un des freins actuellement à la rénovation, c'est que quand on fait des travaux, on n'est pas très sûr qu'à la fin, c'est vraiment ce qu'il fallait faire, qu'on va vraiment avoir une baisse de sa facture d'énergie. Alors c'est quand même bien l'objectif. Et donc la qualité des travaux, c'est un vrai enjeu. Et est-ce que RGE répond à cette demande? C'est devrait. Voilà. Mais actuellement, c'est vraiment un questionnement. Et de la même manière, si vous achetez des produits alimentaires, vous avez aussi des questions, parce que sur l'alimentation, il y a un impact très très fort en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Donc de savoir l'impact carbone de ce que vous achetez, c'est également utile pour pouvoir choisir. Alors l'exercice est un peu compliqué, il nous reste 5 minutes. Je vais vous donner la parole, Monsieur Berger, peut-être pour répondre en regardant si vous avez noté les questions. Puis après, on fera un petit tour rapide pour que vous ayez chacun un mot de conclusion pour pouvoir réagir à ce qui s'est dit les uns des autres. Ouais, il y aurait beaucoup à dire parce que quand on interroge les entreprises, il faut qu'on interroge aussi les représentants des salariés parce que l'entreprise, elle n'appartient pas au seul détenteur du capital. C'est aussi du travail et c'est aussi la capacité à écouter les aspirations des salariés. Je peux vous dire que nombre de salariés aspirent à travailler dans des entreprises qui soient plus vertueuses, y compris sur l'environnement. Mais il y a une question sur c'est quoi l'engagement finalement en tant que syndicaliste. Nous, au moment de la crise des Gilets jaunes, à un moment, on a craint plusieurs choses et on a craint notamment que la question de la transition écologique passe sous les radars. On a décidé avec 19 organisations de construire 66 propositions sur un pacte social et écologique pour dire on peut conjuguer les deux ambitions. Je vous invite à aller le voir, il y a un site
Maintenant, il y a 50 organisations qui sont dedans et on essaye de développer des projets territoriaux, interpeller le gouvernement sur un certain nombre de choses, notamment sur le projet de loi de finances 2020, etc. Donc voilà, moi je veux juste te dire une chose sur la Convention, parce que évidemment, si on est là, c'est qu'on trouve ces travaux extrêmement intéressants. Il faut aller au bout de poser tous les enjeux et tous les paradoxes qui sont les nôtres finalement, j'ai envie de dire les nôtres dans notre pays. Et peut-être au niveau européen, il ne faut jamais oublier l'impact européen. Mais il faut aller au bout et essayer de regarder où est le chemin. Et ensuite, il y aura la société civile, comme on l'appelle, c'est-à-dire les associations, les organisations, etc., qui pourront prendre le relais aussi pour soutenir ça. Et moi, je vous invite à vraiment, si j'avais une conclusion, parce que comme ça, je le fais en même temps, je fais gagner du temps, si j'avais une conclusion, c'est, voilà, tous responsables. Et donc, des propositions, je crois que les citoyens attendent des propositions qui soient, moi, je peux faire quoi, et quel est le rôle aussi de ceux qui gouvernent ce pays. Je crois que c'est cette palette-là qu'il faut essayer de construire. Elle n'est pas simple à construire parce que, encore une fois, s'il y avait des solutions toutes faites, et là-dessus, on les aurait trouvées. Par contre, il y a des choix à faire, des choix très affirmés. Et si on ne les fait pas, on passera à côté. Et je pense que vous avez un rôle pour nous dire c'est quoi ces choix prioritaires qu'il faut faire. Alors, avant qu'on fasse ce dernier tour, et je vous remercie pour notre aide vers la transition et les conclusions, il y avait une question qui, à mon avis, s'adressait quand même un peu à vous tous, qui était celle sur pourquoi est-ce qu'on a trouvé des financements pour sauver des entreprises et pas pour s'engager plus fortement et plus rapidement dans la transition écologique, ou pour résoudre la crise écologique. Allez-y. Alors, pour moi, ça va vers la conclusion. Hein, donc oui, non, mais évidemment, il va falloir qu'on trouve les financements pour faire la transition écologique. De toute façon, on n'a pas le choix. Enfin, moi, je prends très au sérieux, vous savez, ce que nous disent les experts du GIEC. Je pense qu'on a tous vu leur dernier rapport. Qu'on le veuille ou non, il faut faire la transition écologique. L'enjeu, je pense que ça rejoint les échanges qu'on a eus, c'est évidemment qu'on arrive à se convaincre qu'on sait le faire, qu'on peut avoir une société neutre en carbone en 2050 et que c'est une société dans laquelle on vit bien, dans laquelle voilà, c'est quelque chose qui est finalement plus agréable demain, que ce qu'on peut vivre aujourd'hui, parce que l'air est plus sain, parce que on pollue moins, parce que peut-être on a aussi des modes de vie plus sobres. Donc, il faut le faire. Je pense qu'on peut le faire et qu'ensuite on a à trouver le chemin. Le chemin, ça suppose notamment de mobiliser des financements. Les financements, je pense que vous avez eu hier des présentations du montant qu'il faut trouver. C'est des financements publics. Ça peut être aussi les entreprises qui, de toute façon, n'ont aucun intérêt à aller investir dans des secteurs qui ne seraient pas compatibles avec la société zéro carbone, parce que leurs investissements ne vaudront plus rien demain. Et je pense qu'elles en sont aussi conscientes. Donc, on fait ce travail, notamment en évaluant le budget, notre budget de la France. Pour la première fois cette année, on a fait un premier exercice pour voir qu'est-ce qui va dans le bon sens, qu'est-ce qui ne va pas dans le bon sens, et on le refera dans les prochaines années. Ça veut dire les financements publics, s'assurer qu'on les oriente au mieux au regard des objectifs de lutte contre le changement climatique et de transition écologique en général, et puis aussi agir pour que les financements privés viennent soutenir cette transition écologique. Et on n'a pas le choix, 2, on va le faire, et 3, c'est bien parce qu'en fait, on sera dans une société où on vit mieux. Qu'on laissera pas de côté, ou est-ce qu'on a des accompagnements spécifiques pour l'outre-mer? C'était une des questions. Alors, et il faudra le faire en ne laissant personne de côté, ni des citoyens, ni des entreprises, ni des territoires. Moi, je pense que les outre-mer, ça peut vraiment être des fers de lance de notre transition écologique et solidaire. Il y a beaucoup de solutions qui sont insuffisamment développées. Évidemment, sur les énergies renouvelables, il y a des choses à faire. C'est nos réservoirs de biodiversité à plein d'égards. Ça suppose effectivement qu'on travaille avec les collectivités et les citoyens et les acteurs des Outre-mer, mais il faudra évidemment des solutions adaptées à chacun des territoires, et je suis convaincu qu'il y en a. On n'est pas, effectivement, c'est pas la même chose quand on est à Saint-Pierre-et-Miquelon ou quand on est en Guyane. Donc, il faudra évidemment qu'on décline les solutions en tenant compte des spécificités de chaque territoire. Beaucoup. Monsieur Dromanet, vous êtes en pleine note. Je vous prends.
Voilà, donc je vais conclure, si vous me demandez. Alors je dirais 3 choses. La première, c'est que je trouve que cette initiative est remarquable parce qu'elle fait prendre conscience à nos concitoyens de l'urgence écologique, et on ne le dira jamais assez, il y a urgence écologique. Deuxièmement, pourquoi est-ce qu'on a trouvé de l'argent pour résoudre la crise financière et qu'on ne trouve pas pour résoudre la crise écologique? Pour une raison qui est très simple, qui correspond à notre rapport au temps. De la même façon que, en matière de finances publiques, nous sommes collectivement capables de faire financer par nos enfants notre mode de vie. Quand on crée des déficits budgétaires comme on en crée depuis 1980, on atteint 100% de dette publique par rapport au PIB. Ça veut dire que notre mode de vie quotidien, notre week-end ou notre consommation de médicaments, elle sera payée par nos enfants. Ça veut dire que collectivement, nous n'avons pas de sens des responsabilités vis-à-vis des générations futures assez développées. Et ce qui vaut pour le déficit budgétaire vaut aussi pour le climat. C'est la raison pour laquelle, effectivement, il est de notre responsabilité de se demander si, en fait, maintenant, on ne joue pas avec des fusils à balles réelles. Est-ce que nous n'allons pas faire griller nos enfants en 2060 ? Moi, j'ai des enfants qui me disent, de toute façon, papa, nous, on sera grillés en 2060. Bon. C'est cette question qu'il faut réfléchir, parce qu'on s'est toujours dit, les déficits budgétaires, c'est pas grave. Ensuite, on fera un write-off et on pourra faire un nouveau modèle économique. Mais comme le disent très bien certains responsables politiques, il n'y a pas de planète de rechange. Et troisième conclusion, et je terminerai par là, je pense, comme l'a dit le ministre, l'idée d'opposer les citoyens, l'État, les entreprises, etc., est une voie sans issue. C'est collectivement qu'on va trouver des solutions, mais les entrepreneurs, ce sont, comme l'a dit Laurent Berger, pas seulement des actionnaires, mais aussi des salariés, et on est tous dans le même bateau, et je crois que on gagnera beaucoup de temps en évitant de trouver des boucs émissaires. Vous le savez, depuis le livre de Job, quand une société va mal, elle cherche des boucs émissaires. Et bien, de grâce, n'allons pas chercher Pierre ou Paul qui serait responsable, c'est chacune et chacun d'entre nous qui doit trouver la solution. Ok. Monsieur Berger, je vous redonne 1 minute, puisque vous m'avez fait un effort, et après... Une des questions qui sera posée sur le financement, c'est d'abord quel choix clair. Les choix, ça veut dire qu'il y a des choses qu'on finance et d'autres qu'on ne finance pas. Quel choix clair inscrit dans la transition écologique. Il y a le cadre européen. Moi, je suis persuadé qu'on sera plus fort si on le fait dans un cadre européen, de mobiliser des milliards et des milliards pour la transition écologique. Il y a la question de la fiscalité et de la répartition des richesses, parce que l'appel vibrant à la dette, etc., elle pose aussi la question de la répartition des richesses. Et donc la contribution différenciée selon les revenus des uns et des autres, c'est quand même pas un gros mot, et je crois que là-dessus, voilà. Et concernant les entreprises, il y a aussi la question d'une forme de conditionnalité des aides publiques aux entreprises en fonction de leur impact sur l'environnement et de leur responsabilité sur l'environnement et leur impact social. Et puis je crois qu'il faut aussi, au-delà de l'incitation, il faut des règles pour contraindre, à condition que ce soit édicté dans un cadre démocratique, parce qu'une des choses qui pourrait nous emmener loin, c'est de considérer qu'il n'y aurait pas d'autre voie que la voie démocratique pour s'inscrire dans cette transition écologique. Et ça, il faudra qu'on tienne là-dessus. Je suis persuadé que c'est forcément dans un cadre démocratique, c'est-à-dire débattu, discuté et décidé le plus largement possible. Alors vous évoquiez... Donner la parole pour qu'on conclue et qu'on puisse aussi vous libérer. Peut-être qu'on restera un peu dans les parages, s'il peut y avoir des petits échanges pour compléter, on le fera volontiers. Peut-être une transition vers vous, Anne Bringot, en complétant ce qui vient de se dire sur il faut, et on peut s'appuyer sur la réglementation européenne. Mais là, ce qui a été demandé, c'est pourquoi est-ce que finalement, malgré la réglementation, on trouve toujours des portes de sortie, et vous accompagner vers la conclusion. Pourquoi il faudrait regarder chacun en particulier. Alors déjà, je voulais réagir sur les financements. En fait, la première chose à faire, c'est d'arrêter le plus vite possible les financements qui vont vers les énergies fossiles
pour les réorienter vers ce qui va dans le bon sens de la transition écologique et énergétique. Il y a déjà des milliards qu'on pourrait réorienter et faire ces choix, c'est la première chose à faire. Et puis financer ce qui, en général, on a un retour sur investissement finalement quand on investit dans les énergies renouvelables, quand on isole son logement. Mais il y a des domaines où l'argent public est nécessaire, c'est les infrastructures de transport collectif. Et on a parlé du train, on pourrait parler du fret ferroviaire, on peut parler des transports collectifs, des pistes cyclables. Là, il y a vraiment besoin d'argent public. Et sur la rénovation des logements des ménages précaires également, parce que souvent, ils n'ont pas le premier euro à mettre pour rénover leur logement. Sur la manière dont les choses sont faites et pourquoi il y a toujours des échappatoires, c'est toujours fait comme ça en fait. Malheureusement, c'est la manière de fonctionner. On a des lois, par exemple, la loi sur la transition énergétique de 2015 disait que quand on fait isoler son logement, quand on fait une rénovation de son logement, un agrandissement par exemple, on est obligé de faire une isolation en même temps. Donc c'est ce qu'on a appelé les travaux embarqués. Si vous faites des grands travaux, en même temps, vous rénovez. Si vous faites un ravalement de façade, quitte à mettre des échafaudages, vous allez aussi faire l'isolation par l'extérieur. Et là, vous aurez un retour sur investissement. Eh bien, il y a des gens qui ensuite, derrière, arrivent et détricotent le truc. Et dans les décrets, on arrive à oui, mais il y a des exceptions aussi, machin, et économiquement. Et du coup, c'est tout ce travail par derrière sur les textes réglementaires qui arrive à détricoter. Alors, effectivement, là, je peux vous rejoindre. Il ne faut pas pointer tel ou tel responsable. Moi, je ne vais pas vous dire que c'est un tel, c'est un méchant lobby qui est derrière. C'est malheureusement le fonctionnement actuel où il y a ce détricotage régulier des textes réglementaires. Même quand on donne des lois, on a des mesures qui vont dans le bon sens. Et donc, c'est là où il faut garder le cap. Je pense que c'est là aussi les politiques et les ministres doivent avoir vraiment un rôle de garder ce cap solidement pour aller dans l'orientation qui est fixée. Voilà pour ces débats de la Convention citoyenne au CESE que vous avez pu suivre sur notre antenne. Pour plus d'informations, vous pouvez lire les articles de la rédaction sur notre site publicsénat.fr. On revient sur tous ces débats sur le climat, notamment avec l'article d'Elena Berkaoui. Lancement de la Convention citoyenne sur le climat, un exercice inédit. La deuxième session de cette Convention citoyenne, c'est ce week-end. Public Sénat suivra son travail. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi et très bonne suite des programmes sur les chaînes parlementaires.